Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal en français. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale vietnamienne a adopté une résolution concernant le plan de développement socio-économique de 2016, fixant l'objectif de la croissance du PIB de 6,7%. L'Université des sciences et des technologies de Hanoï, un fruit de la coopération franco-vietnamienne dans la formation des ingénieurs qualifiés. Dans la ville de Nha Trang, l'exploitation des patrimoines au service du tourisme n'est pas encore liée à leur conservation. La responsabilité de la communauté est importante. L'Assemblée nationale vietnamienne a adopté ce matin une résolution sur le plan de développement socio-économique de 2016, prévoyant une croissance du PIB de 6,7% et une inflation de 5% au plus. Selon cette résolution, la tâche principale à mener demeure toujours le maintien de la stabilité de l'économie nationale, l'amélioration de la qualité de la croissance et le développement durable. Outre le PIB et l'inflation, la résolution a fixé pour objectif une progression de 10% des exportations et un déficit du commerce extérieur de moins de 5%. Cette résolution insiste en outre sur la nécessité d'accélérer la restructuration économique, d'assurer le bien-être social et d'améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement devra continuer de prendre des politiques souples pour régler les problèmes des créances douteuses et maintenir strictement l'endettement public dans les limites fixées. La ville portuaire d'Haiphong au nord accélérera ses réformes afin d'attirer davantage d'investissements. Lors d'une conférence de promotion de l'investissement organisée aujourd'hui à Hanoï, la municipalité d'Haiphong s'est engagée à créer de meilleures conditions aux investisseurs. Il s'agit entre autres de la mise en place du mécanisme de guichet unique, de l'exemption et de la réduction fiscale en faveur des entreprises, surtout concernant les investissements dans les domaines des infrastructures et des hautes technologies. Les projets d'infrastructures de pointe en déploiement sont le port maritime international de Haiphong, l'aéroport international de Cát Bi, le pont Tân Vũ, la Cuan et l'autoroute reliant Hanoï à Haiphong. Avec un taux de fabrication au Vietnam s'élevant jusqu'à 95%, l'industrie des motos possède des atouts pour développer le modèle de cluster. Un cluster est un regroupement d'entreprises dont l'objectif est de réduire les dépenses tout en favorisant l'innovation et la compétitivité de chacune. Les clusters permettront d'augmenter la production et de favoriser l'exportation de motos vietnamiennes vers les marchés étrangers. Plus de détails dans le reportage qui suit. Dans le secteur de fabrication de motos, un cluster regroupe 4 acteurs qui sont l'État, les centres de recherche, les associations et les fabricants. Avec ce modèle, les entreprises d'assemblage peuvent acheter directement les pièces détachées auprès des fabricants domestiques au lieu de les importer, ce qui permet d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'ensemble du secteur. Le Vietnam possède des avantages pour développer le modèle de réseau comme la main-d'œuvre abondante et l'environnement d'investissement favorable. L'industrie vietnamienne de fabrication de motos ne cesse de se développer en raison du besoin croissant du marché. Notre compagnie a augmenté l'investissement au Vietnam parce que nous comptons sur les perspectives du marché vietnamien. Le modèle de cluster a commencé à prendre forme au sein du secteur automobile vietnamien. Cependant, ce réseau n'est pas suffisamment solide. Il importe de renforcer l'alliance entre les fabricants, les chercheurs et les fournisseurs de pièces détachées. Il existe pourtant des lacunes à combler afin de développer de façon durable l'industrie vietnamienne de motos. Le Vietnam ne peut pas faire en son cœur fabriquer de l'acier haut de gamme. De plus, le manque de main-d'œuvre qualifiée, surtout d'ingénieurs et de gestionnaires, est aussi un problème. Le modèle de cluster pourrait aider à surmonter ces difficultés.
Autrefois importatrice de 100% de pièces détachées, l'industrie vietnamienne des motos est capable maintenant d'en produire jusqu'à 95%. En 2015, la valeur d'exportation des motos vietnamiennes est estimée à 600 millions de dollars. Une rencontre entre entreprises vietnamiennes et japonaises a eu lieu aujourd'hui à Hanoï. La manifestation organisée par l'organisation japonaise de promotion du commerce, la JETRO, a attiré la participation de 35 entreprises japonaises et plus de 200 entreprises vietnamiennes. Les entreprises nippones ont présenté leurs nouveaux produits de consommation comme les ustensiles ménagers, des équipements de bureau, des accessoires de mode ou des produits cosmétiques dans l'espoir de trouver des importateurs vietnamiens. Actuellement, plus de 2000 entreprises japonaises sont en activité au Vietnam. La valeur des échanges commerciaux bilatéraux devrait atteindre 30 milliards de dollars cette année. Une exposition de produits vietnamiens a eu lieu la semaine dernière dans les supermarchés Lotte en République de Corée. En même temps, les mangues vietnamiennes ont été mises en vente pour la première fois dans les supermarchés Ion au Japon. Ces deux événements résultent des efforts du ministère vietnamien du Commerce et de l'Industrie visant à promouvoir la présence des produits vietnamiens dans les réseaux de grande distribution des marchés prometteurs d'Asie et d'Europe. Plus de détails de le reportage qui suit. Les stands de produits vietnamiens sont apparus dans 6 supermarchés Lotte, l'un des plus grands réseaux de supermarchés de la République de Corée. Plus de 200 produits vietnamiens ont été sélectionnés pour cette exposition. Les vêtements, les produits frais, les fruits ou les aliments transformés suscitent l'attention des consommateurs sud-coréens. J'ai eu l'occasion de goûter le café vietnamien, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir acheter dans ce supermarché le type exact de café que je recherche. Selon le représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie, cette exposition a pour objectif de faire connaître les labels connus du Vietnam aux consommateurs sud-coréens et de promouvoir leur présence dans les supermarchés de ce pays. Selon les prévisions, après cette exposition, les produits vietnamiens seront présents dans 116 supermarchés sud-coréens. Les produits vietnamiens, par exemple, les fruits du dragon, sont emballés avec soin et disposés sur les étagères des supermarchés sud-coréens pour attirer l'attention des clients. Les informations sur cette exposition de produits vietnamiens ont été envoyées via SMS aux consommateurs. À cela s'ajoute d'1 million de pliants et de brochures. Les fruits vietnamiens commencent aussi leur conquête du marché japonais, un marché prometteur mais très exigeant. Depuis le 7 novembre, 3500 mangues fraîches de Katchu, originaires de la province de Dong Thap au sud du Vietnam, sont mises en vente dans plus de 200 supermarchés et centres commerciaux de l'entreprise de grande distribution japonaise Aeon. Une cérémonie solennelle a été organisée pour présenter les mangues vietnamiennes. En fonction du calibre, chaque fruit est vendu au prix de 77 000 dong ou de 116 000 dong, toutes taxes comprises. Ce prix ne représente qu'un dixième de celui des mangues japonaises. Nous sommes certains que ces mangues d'un prix beaucoup plus raisonnable et d'un goût raffiné seront tout à fait capables de séduire les consommateurs japonais. À part la période de juillet à septembre où les mangues ne sont pas récoltées au Vietnam, nous projetons d'en importer toute l'année. En fin d'année, 80 tonnes supplémentaires de mangues vietnamiennes seront expédiées par avion et par mer vers le marché japonais. Si les frais de transport des mangues par voie aérienne baissent, nous pourrons réduire encore plus le prix de vente. La présence de mangues de Katchu dans les supermarchés japonais n'est que le premier pas. En plus des mangues, le Vietnam accélère actuellement les négociations pour pouvoir exporter des fruits du dragon à chair rouge, des litchis et des mangoustans vers le Japon. Les entreprises vietnamiennes de vente au détail sont confrontées à une forte concurrence dans la recherche de la main-d'œuvre qualifiée. En effet, la main-d'œuvre vietnamienne n'est pas encore assez formée dans ce secteur. Dans le contexte du traité transpacifique PTP, les entreprises de vente au détail vietnamiennes sont obligées d'investir pour trouver des travailleurs qualifiés. Les détails avec Kiwan.
La chaîne de vente au détail Yong est présente au Vietnam depuis quelques années et dispose maintenant de 3 grands supermarchés totalisant 1200 employés. Dans 4 ans, elle prévoit d'installer 20 supermarchés supplémentaires et de créer 12 000 emplois. Nous avons besoin d'employés, des vendeurs et des gestionnaires et nous les recrutons sur place. Les nouveaux arrivants seront formés par les anciens employés. Ils bénéficieront de formations au Japon. Les experts japonais viennent aussi au Vietnam former la main-d'œuvre vietnamienne. Selon les experts, le Vietnam n'a pas encore de formation spécialisée dans la vente au détail. Très peu d'employés ont de l'expérience dans ce domaine. De plus, ils ont tendance à se déplacer, provoquant des difficultés pour les entreprises dans le recrutement de leur main-d'œuvre. Le marché a besoin de main-d'œuvre dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique. Le système éducatif a été élargi pour répondre à cette demande. La coopération entre les entreprises et les éducateurs apporte des opportunités aux entreprises détaillantes. Les besoins de recrutement de main-d'œuvre dans le secteur de vente au détail représentent de 15% à 20% de la totalité des besoins en main-d'œuvre. Les entreprises qui ont une bonne stratégie en matière de main-d'œuvre. Le journal continue avec le taux de change à l'indice boursier du Vietnam. Le ministère du Transport et des Communications a organisé aujourd'hui l'exercice de recherche et de sauvetage aérien pour l'année 2015. Cet exercice, le plus important du genre à ce jour, a eu lieu dans le district de Nghi Loc de la province centrale de Nghệ An, en présence du vice-premier ministre Hoàng Trung Hải. L'exercice a réuni plus de 400 secouristes du secteur national de l'aviation civile, du ministère de la Défense et des forces locales. Outre la mobilisation de 2 hélicoptères de secours, des hydravions, des navires de secours de la police maritime et de 11 équipements de secours aériens. Assurer la sécurité du secteur de l'aviation civile s'impose comme une tâche d'urgence du Vietnam, vu sa position géographique stratégique en Asie-Pacifique. Organisé tous les 2 ans, cet exercice permet aux organismes vietnamiens d'améliorer leur capacité de recherche et de sauvetage aérien en cas d'incident de vol. La France est l'un des partenaires actifs du Vietnam dans le domaine de l'éducation et de la formation. En novembre 2009, les 2 gouvernements français et vietnamiens ont signé l'accord sur la création de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, appelée aussi l'Université franco-vietnamienne. 5 ans après son ouverture, cette université relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation est spécialisée dans la formation de la main-d'œuvre des sciences et des technologies qualifiées, répondant aux exigences du développement de l'industrialisation et de la modernisation du Vietnam. Tout de suite, le reportage. Nous assistons à un cours de travaux pratiques des étudiants en 3e année du département des technologies biologiques et pharmaceutiques. Au Vietnam, les étudiants des universités des sciences et des technologies n'ont pas beaucoup d'opportunités de travailler dans des laboratoires aussi modernes comme celui-ci. C'est l'une des rares universités proposant un programme de formation en anglais. En plus, les étudiants ne mettent que 3 ans pour achever leur programme d'éducation. Plus ils sont diplômés tôt, plus ils ont commencé précocement leur carrière. L'Université des sciences et des technologies de Hanoï a été mise en place à partir d'un accord intergouvernemental entre le gouvernement français et le gouvernement vietnamien. Le programme de formation est centré sur 6 domaines: la nanotechnologie, les nouveaux matériaux, les technologies biologiques et pharmaceutiques, les technologies de télécommunication et l'environnement.
La création de l'Université des sciences et technologies de Hanoï témoigne de la volonté des deux gouvernements de renforcer la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines sciences technologiques de haute qualité. Jusqu'à présent, 300 étudiants ont été diplômés et près de la moitié suivent des formations de doctorat et de master dans des universités européennes. Notre ambition est d'avoir 5000 étudiants en 2018 et beaucoup plus après 2018 lorsque notre université va migrer à Oalak aux côtés d'autres universités prestigieuses qui s'installent ou vont s'installer à Oalak. Entré en opération en 2014, le centre de gestion du cycle de vie des produits résulte de la coopération entre l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, le ministère français de l'éducation et le groupe français Lasso-Systèmes. Ce dernier fournit l'ensemble des outils numériques à la pointe de la technologie, plus spécifiquement de la plateforme 3 d'expérience, permettant de contrôler le cycle de vie des produits, de la conception à la simulation, en passant par la modélisation. C'est une opportunité extraordinaire pour le Vietnam, qui a une population très jeune, de fournir des ingénieurs en nombre et aussi en qualité, avec un niveau d'employabilité qui permet de soutenir les besoins spécifiques du Vietnam, mais également les besoins de l'étranger. Le modèle de formation franco-vietnamien qui comprend la recherche, l'éducation et la pratique répond au développement des industries scientifiques et technologiques du Vietnam et aussi aux besoins du marché du travail international. Le développement du tourisme et la préservation des patrimoines sont étroitement liés. En effet, les patrimoines permettent le développement du tourisme et en retour, le tourisme apporte les sources de finances à la conservation des patrimoines. Cependant, l'exploitation des valeurs patrimoniales au service du développement touristique n'est pas en rapport avec la conservation des patrimoines. État de lieu dans la province de Khánh Hòa au centre. La ville balnéaire de Nha Trang, province de Khánh Hòa, est une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers. Ce territoire est doté de paysages naturels magnifiques et de sites culturels de valeur tels que la tour de Dame Ponagar, le palais Bảo Đại, la maison ancienne Việt, ainsi que des fêtes maritimes typiques. Les touristes vietnamiens et étrangers aiment les paysages et la nature de Nha Trang. Ils apprécient aussi les sites historiques et culturels de la ville balnéaire. Selon les statistiques, chaque année, près de 4 millions de visiteurs voyagent à Nha Trang. Le tourisme contribue largement au développement socio-économique et au bien-être des habitants locaux, surtout ceux qui vivent près des sites historiques et culturels. Cependant, certaines compagnies touristiques et certains habitants ne prennent pas assez attention à la conservation des sites historiques. Si nous savons préserver, les patrimoines pourront se valoriser sur le long terme. Les patrimoines sont intimement liés aux habitants, mais selon moi, ils sont exploités depuis trop longtemps sans être restaurés. Il nous faudra les protéger et les conserver. Les habitants sont étroitement liés au patrimoine. Ils sont aussi les propriétaires du patrimoine. Cependant, à mon avis, les organismes compétents et les experts devraient faire en sorte que la conservation des patrimoines soit renforcée. Les patrimoines sont des ressources touristiques importantes et sont des facteurs indispensables dans plusieurs circuits touristiques. L'enjeu le plus important actuellement est que le développement du tourisme ne doit pas affecter négativement les patrimoines. Le Festival européen de la musique sera au rendez-vous pour les mélomanes vietnamiens du 18 au 30 novembre prochain à travers des concerts organisés à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. La délégation de l'Union européenne au Vietnam et les ambassades des pays membres de l'UE ont tenu aujourd'hui une conférence de presse pour présenter cet événement annuel. Cette année, le festival de musique réunira des artistes belges, allemands, hongrois, polonais, néerlandais et britanniques.
En plus de montrer l'unité dans la diversité qui caractérise la culture européenne, l'événement vise aussi à célébrer le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Union européenne. Au cours de ces dernières années, de nombreux vétérans américains sont retournés au Vietnam. Certains y sont retournés pour trouver la paix de leur esprit et guérir les blessures que la guerre avait laissées. D'autres, ils reviennent au Vietnam pour chercher leurs camarades tombés au champ de bataille. Mais le pilote Hac Miu est revenu au Vietnam simplement parce qu'il voulait voir les changements d'un pays où il a rempli une mission qu'il considère injuste. Il revient aussi enregistrer et publie un livre et un projet de film documentaire sur ce qu'il a vécu pendant la guerre. Nous vous proposons de faire sa connaissance dans le chapitre Vietnam Terre d'accueil. Hugh Mills est arrivé au Vietnam au mois de décembre 1968. Il était pilote de reconnaissance. Sa mission était de piloter l'hélicoptère OH-6 pour espionner les activités de l'armée vietnamienne. En 1971, Hugh Mills est revenu au Vietnam pour la deuxième fois. Sa mission à ce moment-là était de piloter l'hélicoptère de l'armée pour secourir les soldats américains blessés dans les batailles. Et aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'il revient au Vietnam, 40 ans après. Les armes là-bas sont plus vieilles. C'est un pistolet américain de 1918. La base est une German Maxim de la Première Guerre mondiale. C'est une mitrailleuse américaine 12,7 automatique qui a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour contrer des chars, mais aussi des avions de combat. Hugh Mills connaît bien les armes, leurs forces et leurs faiblesses. Pour moi, en tant que pilote d'hélicoptère, l'arme qui me fait peur, c'est celle-ci, la mitrailleuse 12,7. Ce type d'armes peuvent abattre des hélicoptères. Le 30 janvier 1972, à une altitude de 17 000 mètres, le robot de queue de mon hélicoptère a été touché et mon hélicoptère a été abattu. À la différence de nombreux vétérans américains qui retournent au Vietnam, souvent pour traiter les plaies que les guerres laissent. Pour Hugh Mills, chaque citoyen doit servir son pays, mais la guerre est une erreur. Voilà pourquoi Hugh Mills est revenu au Vietnam et a rencontré les soldats vietnamiens pour réaliser un film documentaire et pour préparer un livre intitulé « Quand deux anciens ennemis deviennent amis ». Il y a une histoire dont je me souviens pour toujours. C'était le 30 janvier 1972. J'ai pris l'avion pour voler de la base de Phu Bai à la frontière du Laos. Quand je suis arrivé très près de la frontière du Laos, la radio a émis un appel de l'un de mes camarades. Il avait été abattu par la mitrailleuse et demandait de l'aide. J'étais à proximité. J'ai immédiatement utilisé mon arme pour détruire la mitrailleuse. Mais il y avait une deuxième mitrailleuse à un autre endroit, mais je ne l'avais pas vue. Cette dernière a abattu mon engin et j'ai perdu le contrôle. Le niveau zéro de l'enfer est le livre que Hugh Mills a publié. Auparavant, d'autres pilotes américains ont écrit leur mémoire, mais Hugh Mills est le premier à raconter sa mission d'espion pendant la guerre du Vietnam. Je voudrais partager mes expériences sur la guerre que j'ai vécue. De plus, les gens comprennent très peu la guerre aérienne. À mon avis, les messages que les lecteurs peuvent en retirer, c'est que les adultes provoquent la guerre, mais les jeunes doivent combattre et mourir au champ de bataille. Le problème le plus important de la guerre, c'est que la guerre ne s'arrête pas au fait que deux soldats se rencontrent et se tuent. Beaucoup d'autres innocents sont concernés. Nous ne pouvons rien y faire.
Le message que Hugh Mills voudrait transmettre au lecteur est que la guerre est le dernier recours et non le premier choix. Personne ne peut comprendre l'atrocité de la guerre comme les soldats. Old men start wars. Quand je suis revenu au sud, les émotions m'ont submergé. J'ai marché sur le pont du 17e parallèle. Ma femme et moi sommes sortis de la voiture et avons marché le long du pont. Je me rappelle que pendant la guerre, j'ai piloté mon hélicoptère à travers la rivière Binhai. C'est le lieu où j'ai volé et j'ai combattu. Tout a changé quand je suis revenu au sud que je connaissais très bien. Con Tien, Quảng Trị, Huế, Phú Bài, Khe Sanh, ce sont des emplacements sur lesquels j'ai volé pendant plusieurs heures. Quand j'y reviens, les mémoires ressurgissent à la fois les bonnes et les mauvaises. Mais je suis très heureux de revenir ici. L'un des lieux où Hugh Mills est revenu est Khe Sanh, dans la province de Quảng Trị. Début 1972, son hélicoptère a été abattu et il a été blessé. Nous avons enregistré cet événement dans les dossiers du régiment de défense aérienne 241. De retour au Vietnam, Hugh Mills a rencontré les vétérans vietnamiens du régiment 241. Mais il ne peut pas rencontrer Nguyễn Văn Thắng et Phạm Ngọc Ánh, les deux soldats qui ont abattu son hélicoptère, car ils sont décédés. Un baptême sang pour les gens qui étaient ses ennemis. Hugh Mills montre qu'il ne reste plus de haine. Il n'y a que de l'amitié. Voici maintenant les prévisions météorologiques pour demain. C'est la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez toujours la revoir sur les adresses qui apparaissent sur l'écran. Merci pour votre fidélité. Au revoir et bientôt.